Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure, une émission qui aborde la santé dans une perspective globale, critique, scientifique et toujours sans censure. Mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée et productrice de cette série d'émissions et on a un spécial Grandes entrevues cœur à cœur où j'ai le privilège de vous présenter des gens qui sont dans notre milieu, que je côtoie depuis des années, qui font un travail extraordinaire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Yvan Bourgault. Yvan qui est père de 4 enfants, un adepte de vélo, de danse, un diplômé en pharmacie et aussi homéopathe. Bonjour Yvan, comment vas-tu? Bonjour Chantal-Anne, ça va très bien, merci. Oui. Diplômé en pharmacie, homéopathe. Oui. 2 titres qu'on entend rarement juxtaposés. Parle-nous un petit peu de ton cheminement. Deux grandes étapes, je dirais. D'abord, le choix de la pharmacie. Hein. Pourquoi ça? C'est vraiment simplement un prof au cégep, premier cours de chimie organique, qui est venu me dire, après le premier examen, il n'y avait pas eu ça souvent, je pense, une note parfaite. Toi, la chimie ou la pharmacie, c'est vraiment le domaine que tu devrais prendre. Ça m'avait un petit peu étonné, donc j'avais simplement à ce moment-là dit « Ah oui, bon ». Puis un des bons amis de mon père, à l'époque, pratiquait la pharmacie dans le petit village où j'ai grandi. Donc, je suis allé le voir, puis j'ai posé des questions. Puis ses réponses m'ont vraiment plu. Et donc, le choix de la pharmacie, c'est vraiment comme ça que c'est arrivé en tant que tel. Et puis maintenant, l'homéopathie, ça c'est arrivé beaucoup plus tard, évidemment. Premier contact avec l'homéopathie, 3e année de stage. On avait des stages à faire à chaque année dans le programme de pharmacie. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Et j'avais choisi de faire un stage dans une petite pharmacie clinique près du parc La Fontaine, dans une pharmacie qui appartenait à M. Lafontaine, justement. C'est un hasard, c'est le parc. C'était pas lui? Non, c'était pas relié. M. Lafontaine était président de l'ordre à l'époque, puis il y avait une petite pharmacie clinique qui était vraiment sympathique. Donc, et j'arrive là, puis je m'aperçois qu'il y avait des tubes granules homéopathiques. Un petit peu sur le choc, parce que je dis, M. Lafontaine... c'est pas scientifique, cette affaire-là. Puis, pour moi, il représentait vraiment l'élite. Il était président de l'ordre, il nous avait fait des cours, tout ça. Il avait dit, Yvan, il y a certainement des limites à ces produits-là, mais il y a également des belles possibilités. Donc, regarde ça. Il m'avait laissé quelques livres à lire et tout ça. Donc, ça, c'était mon premier contact avec l'homéopathie. Et mon deuxième contact, c'est je pratiquais comme pharmacien dans la région de la Chine, dans le West Island, et puis il y avait un médecin français homéopathe à l'époque qui prescrivait de l'homéopathie. Puis la première fois qu'on a eu une prescription, on ne savait vraiment pas quoi faire avec ça. Donc, avec un nom bizarre. Oui, j'étais allé voir mon boss en disant « Hey, mais ça, c'est prescrit par des médecins, là. Il faudrait peut-être connaître ces produits-là. » Ouais. Il m'avait dit « Oui, effectivement. Moi aussi, ça m'intéresse. Si tu veux prendre des cours, ben vas-y, puis je vais te libérer du temps, puis tout ça. » Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, donc, c'était des cours qui étaient offerts par une école internationale. C'était des médecins français, principalement, qui venaient nous former. Oui, à cette époque-là. À cette époque-là, c'était vraiment ça. Et donc, le choix de l'homéopathie, c'est comme imposé un petit peu à moi. Puis c'est quelques années plus tard où Boiron est venu s'établir vraiment au Canada, puis qui cherchaient un pharmacien. C'est vraiment leur modèle d'affaires, eux, d'avoir des pharmaciens à la tête de leur équipe là, dans les pays où ils se trouvent. Parce que c'est à la base une compagnie européenne. Oui, européenne, française. Et c'est 2 pharmaciens qui ont fondé cette entreprise-là en 1932. 2 frères jumeaux, d'ailleurs. C'est intéressant qu'ils sont nés déjà sous le signe de similitude. Mais oui. Et moi, je suis jumeau dans clin d'œil à l'homéopathie, oui. Oui, c'est ça. Donc il y a... Et donc, le Boiron vient de s'établir et puis il cherchait un pharmacien. Puis c'était un choix logique pour moi également. Là, puis j'ai fait une bonne partie de ma carrière avec eux. Donc, dans l'industrie de l'homéopathie. Ouais. Mais donc, à ce moment-là, tu es quand même pharmacien. Oui. Et on parle des années 1987, Ouais. donc quand même il y a plus de 30 ans. Oui. C'était perçu comment, à cette époque-là, qu'un pharmacien pratique l'homéopathie, recommande l'homéopathie au Québec? Parce que, déjà, on doit faire la distinction qu'en Europe,
en tout cas particulièrement en France et dans plusieurs pays, Oui. on doit être médecin pour pratiquer l'homéopathie, Oui. ce qui est évidemment pas le cas au Québec. Il y a quelques médecins qui sont aussi homéopathes, il y en a très peu. On expliquera plus loin dans l'émission le pourquoi. Mais donc, à l'époque, là, que toi, comme pharmacien, Oui. tu sois ouvertement homéopathe, et comment c'était perçu, comment c'était reçu? Ben, il y a deux réponses à cette question-là, Chantal-Anne. La première, c'est par mes collègues, ils ne comprenaient pas pourquoi je m'intéressais à l'homéopathie en tant que tel. Moi, j'étais très impliqué comme étudiant, là, président de classe, président d'association pendant 1 an, tout ça très, très impliqué. Et quand ils ont vu que je m'en allais dans un domaine pas enseigné, pas reconnu. Ça a soulevé des questions, évidemment. Donc ça, c'est une portion de la réponse. Il y avait une incompréhension. Étrangement, par contre, dans ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup d'enthousiasme à l'homéopathie. Mm-hmm. Il y avait des formations qui étaient offertes par les labos, puis on avait une centaine de pharmaciens ou 80 pharmaciens dans la salle, là, dans le temps là, comme tel. Donc, il y avait vraiment un enthousiasme à mieux connaître ce que c'est. Il y avait une ouverture également, Chantal. Oui, c'est ce que j'allais. C'est un peu triste de dire ça aujourd'hui, mais l'ouverture était plus grande à ce moment-là. Les décideurs de l'époque, ça c'est ma théorie, hein? Il n'y a pas eu d'études, je pense. Ce que tu observes. Mais ce que j'ai observé en tant que tel, c'est que les décideurs de l'époque, que ce soit, je vous ai parlé de M. Lafontaine tantôt à l'Ordre des pharmaciens, ou les gens qui sont à l'université à l'époque, là, où on a fait des cours justement, ces décideurs-là étaient principalement des gens qui étaient allés faire leur doctorat en Europe. Et donc, ils avaient été mis en contact avec d'autres médecins, d'autres chercheurs qui travaillaient dans d'autres domaines, dont l'homéopathie. Donc, il y avait une ouverture d'esprit que les décideurs actuels, et je ne dis pas qu'ils sont fermés d'esprit, c'est pas ce que je dis, mais je dis que le contact avec des choses différentes du modèle pharmaceutique conventionnel est moins présent présentement. Donc, souvent, les doctorats ou les chercheurs sont subventionnés par l'industrie pharmaceutique. Exact. Une influence américaine ou canadienne, parce qu'on a des très bons centres de recherche et tout ça au Canada également. Mais c'est une influence canadienne et américaine, plus dans un modèle pharmaceutique, moins grande ouverture. Puis ça fait que ça s'est fermé un peu avec le temps. Oui. Donc, à l'époque, plus d'ouverture, à mon avis, puis plus d'enthousiasme aussi là, de la part des gens. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant et important aussi que tu mentionnes l'importance, d'abord du financement des pharmaceutiques dans les facultés de médecine et de pharmacie, c'est une réalité. Et en même temps, on n'est pas en train on n'est pas là pour faire des jugements de valeur, mais on est là pour vous expliquer comment ça se passe, parce que des fois, il y a beaucoup d'incompréhension. Moi, je me fais régulièrement dire par mes patients pourquoi les naturopathes ne travaillent pas avec les médecins. C'est qu'il y a des réalités économiques derrière tout ça. Et malheureusement, je pense qu'au Québec aussi, parce qu'on a évolué du modèle où c'était le clergé, les sœurs et tout ça qui prenaient soin des malades, on a un petit peu pris pour acquis que le pharmaceutique puis le médical, c'était des prolongements de la religion et que tout ça se faisait bénévolement. Mais c'est pas le cas. Les compagnies pharmaceutiques, ça a des actionnaires, ça doit produire des chiffres d'affaires toujours croissants et ça doit étendre son marché. Et donc, il y a un lobbying, il y a de l'argent investi, ils veulent retirer de l'argent, c'est tout à fait normal. Et c'est correct parce qu'ils prennent une partie de cet argent-là pour développer des médicaments qui sauvent des vies. Donc, il y a une utilité à ce modèle-là. Mais je pense que ce qu'on essaie d'amener, c'est une perspective justement critique qui dit il y a une utilité, on en a besoin. C'est ce qu'ils font, ils le font bien, mais il y a aussi autre chose. Et c'est d'autre chose dont on veut vous parler parce que, malheureusement, les médias conventionnels, eux autres aussi ont besoin d'argent pour opérer. Et le pharmaceutique qui fait beaucoup, beaucoup d'argent, investit beaucoup d'argent aussi dans la publicité, dans les médicaments, dans certaines émissions. Et tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là, c'est systématiquement exclu. Je vous donne un exemple très banal. Les naturopathes, souvent, on va recommander aux gens d'être sur des diètes sans gluten, sans produits laitiers. L'industrie agroalimentaire, l'industrie des produits laitiers est très importante dans l'économie québécoise et canadienne. Donc, vous comprenez que si ces industries-là
mettre de l'argent dans des médias et que la naturopathe arrive à l'émission pour dire ben nous on recommande de ne pas consommer de gluten pour telle ou telle raison, eh bien les gens qui payent de la publicité, qui payent des émissions seront pas contents. Donc c'est très très difficile de sortir l'information. C'est pour ça qu'on en arrive à avoir des émissions indépendantes comme la mienne, parce que autrement on est censuré de tout bord, tout côté parce qu'il y a des intérêts financiers. Alors on n'est pas encore là pour faire un jugement de valeur, mais pour vous expliquer que ces dynamiques-là, elles existent. Donc, des fois, quand vous nous dites, bon, si c'était vrai que c'est comme ça, mon médecin me l'aurait dit, ou on l'entendrait à la télé, ou on l'entendrait à la radio, mais il faut être conscient qu'il y a des dynamiques d'argent et de pouvoir là-dedans qui rentrent en ligne de compte. Et donc, dans le cas de l'homéopathie, c'est important de comprendre ça parce que ce qu'on doit voir, c'est que les remèdes homéopathiques, c'est pas très cher. Et là, avant d'aller plus loin là-dedans, parce que nous, on parle d'homéopathie puis de naturopathie parce qu'on baigne là-dedans, Yvan et moi, depuis longtemps, mais je comprends que pour les auditeurs, les auditrices, c'est pas toujours clair. Donc, peut-être déjà, Yvan, nous expliquer, nous faire un petit distinguo entre c'est quoi la différence entre la naturopathie et l'homéopathie, par exemple. Oui, donc d'abord, peut-être pour comprendre la différence, je vais d'abord parler des similitudes. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Bien sûr. Entre la naturopathie et l'homéopathie, dans ma pratique comme homéopathe, je vais recommander aussi des suppléments. Donc, une portion de ce que je fais, de toute façon, s'apparente peut-être davantage à la naturopathie, de toute façon. Tu utilises en tout cas des outils naturopathiques, oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de mettre le patient au centre de nos préoccupations, puis les clients au centre vraiment de ce qu'on fait. Travailler avec le terrain de la personne, donc on cherche à le ramener dans son équilibre de santé, le patient. Et ça, c'est très similaire à ce qu'on fait en naturopathie. On va essayer de comprendre l'environnement du patient, que ce soit les sources de stress ou que ce soit les sources d'exposition à X, Y substances qui pourraient faire en sorte que la santé de la personne soit moins bonne. Donc, il y a un souci du client, il y a un souci de son environnement en tant que tel qui est très similaire. Là où c'est différent, c'est vraiment dans le choix des produits. Des outils. Oui, on va utiliser un outil homéopathique quand il est indiqué en tant que tel et les médicaments homéopathiques sont fabriqués de telle façon à travailler vraiment sur le terrain et puis sur le plan énergétique également de la personne. Donc, on a peu ou pas d'effets secondaires en tant que tel. Donc ça, c'est l'avantage par rapport aux patients qui ne tolèrent pas les substances plus, on va dire, concentrées. En dose plus élevée, En dose plus élevée, que ce soit en médecine conventionnelle ou en phyto d'ailleurs, ou avec certains suppléments. J'ai des gens vraiment qui sont vraiment intolérants à peu près tout. Donc, ou des patients qui, par choix, par exemple, nos femmes enceintes ou quoi que ce soit, vont vraiment préférer l'homéopathie que d'autres techniques. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Je vais juste, Yvan, parce que là, on parle de dosage. Encore là, c'est peut-être pas clair pour les gens. Ouais. Donc, un exemple concret, par exemple, un supplément naturopathique, ça serait une vitamine, un minéral, comme on les trouve là, en magasin de produits naturels, en pharmacie, vos vitamines. Donc ça fait partie de la naturopathie. En naturopathie, on utilise aussi des plantes, on utilise des extraits glandulaires, on utilise différentes choses. Mais dans notre cas, les dosages vont être écrits, par exemple, en milligrammes ou en grammes. Et si on rentre le produit dans un laboratoire et qu'on regarde ce qu'il y a dans la capsule, on va trouver du pissenlit, on va trouver les plantes, on va trouver des quantités quantifiables. Avec l'homéopathie, je vais te laisser expliquer comment on fabrique le remède homéopathique. Oui, donc le fondement même de l'homéopathie en tant que tel a été fait par un médecin allemand il y a plus de 200 ans, comme tel. Donc, le fondement de l'idée, si on veut, c'est d'abord de travailler avec des substances à petite dose. Donc, on dilue les substances. Il y a différentes méthodes qui existent, mais l'idée ici, c'est qu'on travaille vraiment à très petite dose au niveau de la préparation des produits, de façon à stimuler une réaction. Cette réaction-là, on sait qu'elle est biologiquement mesurable. Maintenant, il y a de plus en plus d'études qui se font, peut-être qu'on en parlera plus tard.